On a quand même fait le coup avec le temps. T'as vu, Facebook, ils ont mis une nouvelle option, on peut plus faire les lives dans ce sens-là, il faut les faire debout maintenant. J'aime pas, mais j'aime pas. Bien. Si vous voulez, on va se rassembler ici. Un peu plus. Alors, je crois qu'il y a plusieurs personnes se sont Coucou Stéphie. excusées. Bon, désolé, je peux pas répondre. Notamment de Michon qui est en réunion ce soir d'Ouézy Aglo. Et d'autres aussi qui participaient, ne sont pas là. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, donc, nouveau rassemblement aujourd'hui, toujours pour l'hôpital. Je vais commencer par une bonne nouvelle, c'est qu'on va être reçu le 22 mai, ici, par Madame la directrice. Voilà. Voilà. Comment elle s'appelle? Alors, viens avec moi, Denis. Et si c'est pour savoir son nom, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas son nom. Elle habite Natapotelin, elle habite Ferrin. Ah ouais, mais je suis grand, hein. Ferrin, chez Grand, c'est nouveau ça. Donc on va aller en délégation, donc avec Dominique par rapport à son association, le développement des services collectifs de développement et de défense des services des services publics d'Ouézy. Bon, alors ça c'est une bonne nouvelle. Après, concernant les annonces qui ont été faites depuis quelque temps, je vous mets en mémoire simplement. Donc le 6 avril, le Premier ministre a présenté une série de mesures destinées à faciliter l'accès à la médecine de ville, mais qui ne permettront pas de s'attaquer à l'inégale répartition des praticiens sur le territoire, donc les déserts médicaux. Alors, de quoi s'agit-il? L'objectif affiché par le gouvernement, reconquérir 15 à 20 millions de rendez-vous chez les généralistes dès cette année, voire même cet été. C'est une intention. Pour y parvenir, le gouvernement va instaurer, vous avez entendu, la taxe lapin. Avant c'était Dorothée. Maintenant c'est voilà. La taxe lapin. Alors le principe, vous le connaissez, quelqu'un qui prend rendez-vous, qui honore pas son rendez-vous, va être pénalisé. Mais qui va devoir le faire? Le médecin. C'est le médecin qui va devoir interpeller le patient et aussi, donc il va pas gagner du temps avec ça, première chose. Bon. Alors, après ces mesures d'illusion aussi, on avait déjà eu ce dispositif de laisser du temps aux médecins pour pouvoir notamment avoir plus de patients. Donc laisser du temps au temps, c'était ça la formule. Mais il faut savoir que ce dispositif existe déjà, puisqu'il y a une loi qui a réglé un peu cette question-là, simplement pour les cabinets médicaux. Donc les cabinets médicaux peuvent bénéficier des subventions pour avoir quelqu'un administratif qui va régler tout le problème. Vous savez, vous avez entendu, donc vous arrivez maintenant chez au cabinet médical, vous avez donc l'administratif qui est là, mais l'administratif va pouvoir aussi prendre votre tension, votre poids, etc. Et puis vous allez chez votre médecin, et le médecin va avoir regardé la liste. Ça ne sert strictement à rien parce qu'il va recommencer. Donc c'est complètement ridicule. Alors, donc, nouveau discours aussi, mais qui ne règle pas la question des déserts médicaux, et qui ne règle pas non plus la question des 6 millions de citoyens qui n'ont pas de médecin référencé. 6 millions. Et qui pour eux, c'est la galère de trouver un médecin généraliste, puisqu'ils ne sont pas référencés. Et comme il manque beaucoup de médecins, vous savez comment ça se passe, et les médecins qui partent en retraite, toute leur patientèle n'est pas remplie par les médecins existants, parce qu'ils en prennent plus, ils sont déjà saturés comme ça. Bon. Alors, donc ils ont aussi autre chose,
Maintenant, pour consulter un spécialiste, vous l'avez entendu, pour consulter un spécialiste, avant c'était le médecin qui mettait une ordonnance et il disait vous allez voir tel et tel spécialiste. Bon. Donc il y avait une sorte de coordination entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Bon. Maintenant, c'est les citoyens qui vont pouvoir directement appeler le spécialiste et dire je voudrais un rendez-vous. Comme si que ça ira mieux. Tout le monde fait l'expérience ici, pour avoir rendez-vous. J'ai rien que chez l'ophtalmo, c'est galère. Le cardio, c'est aussi galère. Et donc c'est pas parce que vous allez appeler vous-même que vous allez avoir rendez-vous plus vite. Donc c'est aussi une mesure de folklore, quoi. Alors, alors ce dispositif-là, donc, alors, ce dispositif-là va être mis en place notamment dans 15 territoires et ça, ils vont commencer avec les kinés. Et si ça marche bien au bout d'un an avec les kinés, ils vont prendre d'autres spécialistes à ce niveau-là. Bon. Déjà, les kinés, c'est pas si facile que ça. Parce qu'en plus, il faut rappeler que les kinés ne peuvent pas prendre plus de patientèle qu'ils y ont droit. Ils ont droit à une certaine patientèle, ils ne peuvent pas dépasser non plus le quota auquel ils ont droit. Alors, maintenant, ça j'ai déjà dit, je me répète une fois. Alors, il y a aussi ce nouveau dispositif qui tend à permettre notamment aux pharmaciens de délivrer des antibiotiques pour ceux qui ont une angine. Voilà, donc une infection, voilà. Donc ils vont pouvoir le faire. Et après, c'est aussi d'étendre pour trouver notamment des consultations entre 6 000 et 10 000 assistants médicaux qui vont pouvoir aussi prendre des dispositions, mais c'est des assistants, c'est pas des médecins. En fait, la conclusion, c'est quoi? C'est que des effets d'annonce médiatique, il n'y a rien de concret de ce qu'on connaît déjà. Et donc, l'idée, c'est de soigner sans soignant. C'est ça. Soigner plus, mais sans soignant. C'est ça un peu la grande déclaration. Après, il y a aussi toute cette histoire qu'on entend parler et qui est passée au Conseil des ministres le 10 avril, concernant donc les soins palliatifs et la fin de vie. Donc là aussi, ils vont mettre 100 millions tous les ans sur les soins palliatifs, tous les ans pendant 10 ans, mais la police, elle est là pour nous. Vous êtes malade chez vous et donc, 10 millions par an pendant 10 ans pour les soins palliatifs. Il faut savoir qu'il y a plus de 15 départements qui n'ont même pas de service de soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est accompagner. C'est ça l'objectif, c'est d'accompagner. Et donc, c'est d'accompagner aussi pour que les personnes ne souffrent pas, pour que les personnes aussi moralement, alors physiquement et moralement ne souffrent pas, donc il faut aussi du personnel qui soit là. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des lits. Maintenant, ils disent aussi, on va faire le soin palliatif à domicile. Certes, il y a des personnes qui souhaitent le faire à domicile, mais il faut aussi qu'ils soient accompagnés. Voilà, donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui passent régulièrement chez eux, etc. Bon. Toutes ces annonces sont faites, et on peut dire que c'est formidable. En même temps, il est prévu comme annonce que d'ici 2025, là, on a à peu près 10 800 étudiants en médecine qui vont sortir ici en 2024. Il est prévu d'augmenter le nombre d'étudiants en 2025, donc pour à peu près 13 000, je crois, 13 000 ou 15 000. Et donc, cette génération d'étudiants, donc ils seront donc en 10 ans formés, ça fera 2035. D'ici 2035, on aura le temps. Donc il n'y a véritablement pas de plan qui est réalisé pour dire on va arrêter l'hémorragie, on va permettre qu'il y ait plus de médecins. On sait que c'est difficile parce que de toute façon, on n'a pas assez d'étudiants. On va agrandir les murs de formation. On va mettre aussi en place des médecins formateurs. Nous, on avait proposé avec Dominique, pourquoi pas une faculté universitaire de médecine ici dans le Louaisie. Ça se fait ailleurs. Ailleurs, ça se fait. Et pourquoi on ne l'aurait pas ici dans le Louaisie? Ça permettrait aussi à des étudiants de pouvoir venir se former et qu'on ait plus d'étudiants. Alors, toutes ces annonces, permettez-moi d'en douter, parce qu'on ne peut pas faire des annonces de ce type-là et en même temps dire qu'on va faire des économies, des finances sur les missions gouvernementales. Déjà, cette année, 2024, ils disent on va faire 10 milliards d'économies.
Donc 10 milliards d'économies sur un budget qui a déjà été voté. Donc ils sont obligés de prendre un arrêté qui précise les dispositions. Donc dans chaque ministère, ils vont devoir grignoter pour arriver à moins 10 milliards sur l'ensemble des ministères. Eh bien vous ne savez pas, nous la santé, c'est prévu. On va grignoter sur la santé. Le pire, c'est qu'ils disent 20 milliards d'économies en 2025. C'est pareil. Alors 20 milliards d'économies, hop, on va aussi réduire les dépenses des ministères, donc la mobilité, le logement, c'est déjà fait, ensuite le climat, l'environnement et aussi la santé. Voilà. Et la mobilité. La mobilité, c'est pareil. Tous ces secteurs-là, ils vont commencer à grignoter. Et ils parlent de plus en plus à ce que les collectivités territoriales et locales vont mettre la main à la poche, c'est-à-dire qu'on diminue les budgets, nous on reçoit les dotations de l'État, et donc on a moins de budget, donc moins de services publics, c'est ça que ça veut dire, moins de services au public et aux gens qui ont besoin. Donc ça veut dire aussi que l'hôpital ici est très menacé. Donc quand on sait que c'est un hôpital qui a déjà plus de 20 millions de déficit, on ne sait pas très bien quelle va être la suite. On peut parler de soins palliatifs, mais ici les services sont en difficulté et en souffrance. Toutes les personnes qui travaillent là, les infirmières qui travaillent là, m'ont déjà alerté sur le manque de personnel dans les soins palliatifs. Bon. Et après, la Cour des comptes, elle dit que notre pays doit faire 50 milliards d'économies. Donc 10 milliards 2024, 20 milliards 2025, et donc entre 2026 et 2027, encore à nouveau 20 milliards. Donc voilà. Mais il y a une solution à ça. Donc l'évasion fiscale, il faut stopper l'évasion fiscale. Depuis 2017, le gouvernement qui est arrivé a stoppé l'ISF, l'impôt sur la fortune, donc qui rapportait 5 milliards tous les ans minimum à l'État. Il faut aussi dire qu'il y a à peu près 90 milliards, notamment avec les niches parlementaires et les exonérations de cotisations sociales, tous les ans, 90 milliards qu'on donne comme ça qui ne sont pas remboursés. Donc vous voyez, les 50 milliards, si on voulait, sont vite avalés. Et en plus, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Il y avait une proposition qui avait été faite il y a un an de ça pour taxer une seule fois sur les profits à 25%, et c'était refusé par l'ensemble du gouvernement, y compris pour le Rassemblement national, qui lui a voté contre aussi de ce principe de taxe exceptionnelle, parce que c'est une taxe exceptionnelle. Bon, moi voilà ce que je souhaitais partager avec vous, parce que on est quand même, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, il va falloir qu'on soit plus mobilisé qu'on ne l'est actuellement. Donc déjà, nous, c'est bien, mais on sent qu'il y a un petit peu un relâchement par rapport à ce qu'on avait déjà connu ici. Donc il va falloir qu'on se mobilise plus. On verra bien ce qu'ils nous disent le 22 mai ici. Moi, je sais à peu près ce qu'on va nous dire. Hein. On le sait, Dominique, mais ce qui veut dire que ça va devenir critique, quoi. On est en train de sacrifier tous les services publics et la santé. Ça fait des décennies qu'on est en train d'étouffer la santé, au lieu de renforcer le système de santé, et notamment tous ceux qui passent dans les services des hôpitaux, qui disent c'est incroyable, mais on a un service comme ça. Voilà. Il y a un personnel qui est extraordinaire, mais qui lui fait aussi avec ses moyens. Voilà. Alors des fois on dit bon, on a sonné, ils viennent pas, etc. Ben, ils peuvent pas être dans tous les lits en même temps. Ils peuvent pas être dans toutes les chambres en même temps. C'est ça la grosse difficulté. Et donc, je pense que là-dessus, on verra bien combien de personnel, mais moi je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'il y ait plus de personnel ici soignant et qu'on ouvre beaucoup plus de lits. Parce que on peut parler ici de cet hôpital, on peut parler aussi de l'industrie, du développement de l'industrie, avec de nombreuses personnes qui veulent embaucher, on verra bien, on n'est pas sûr de ça. Mais après, si on n'a pas d'offre de soins, on fait quoi? Donc on les envoie ailleurs, c'est ça le gros problème. Bon voilà, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir, sur une journée ensoleillée. Le soleil est venu spécialement pour nous ce soir. J'ai fait... Non, il n'y a pas de barbecue, Dominique, voilà. Mais peut-être pas, pourquoi pas. Bon, je laisse la parole à mon copain, il ne sait pas encore que je vais lui laisser la parole, mais je lui laisse la parole. Merci à vous. Ben écoutez, chers amis, chers camarades, Alain a tout dit. Moi, je voudrais insister surtout sur une chose, c'est les attaques qu'il y a en ce moment par Garini sur le statut de la fonction publique, notamment
notamment sur la soi-disant garantie de l'emploi. S'il y avait une garantie d'emploi dans la fonction publique, il n'y aurait pas eu 222 licenciements l'année dernière. Donc, c'est que les statuts ne prévoient pas la garantie de l'emploi. Mais moi, ce qui est grave, comme mes camarades, c'est au moment où on lutte contre le chômage, on s'attaque à un statut de la fonction publique pour licencier mieux celles et ceux, les travailleuses et les travailleurs, qui seront dans le privé. Les salariés ici, pour la plupart, sont fonctionnaires hospitaliers. Ça veut dire que les salaires sont déjà en dessous des salaires du secteur privé. Ils viennent ici parce qu'ils savent qu'ils ont un peu plus d'avantages en matière de garantie de l'emploi. Ça veut dire qu'on cherche déjà du personnel et que demain, il n'y aura plus cette activité. C'est grave quand même. Il manque 10 milliards. 10 milliards, soi-disant, de recettes. Ben, il fallait exonérer un peu moins le patronat, là, l'a dit. Mais les cadeaux qu'on fait au patronat, c'est le déficit public. Hein. C'est pas le secteur public qui rend cette situation. Parce que eux, ils diminuent les dépenses d'année en année. Donc ça se saurait que c'était le secteur public. Et à un moment donné, quand on nous dit on va dépolluer la Seine, on trouve 1 milliard d'euros comme ça, en dessous du sabot du cheval. Ça, c'est extraordinaire. Et ici, je le rappellerai avec Alain et Jacques et aux camarades qui m'accompagneront, il n'y a pas de déficit ici. Il y a un déséquilibre financier. Et je crois qu'il faut réaffirmer notre exigence que l'État prenne en charge les 20 millions de déficit pour établir le budget de la sécurité sociale. Il fait avec le grand patronat, avec les multinationales, pourquoi il ne le ferait pas pour notre santé? Mais Alain l'a dit, il va falloir, et je vous remercie toutes et toutes d'être ici présents, fait partie des résistances et des résistants du Douaisis, mais il va falloir élargir le mouvement, parce que le rouleau compresseur en face, ben, il poursuit son chemin libéral, capitaliste, pour qu'on change de société, véritablement de société. On nous parle de notre protection sociale, notre sécurité sociale, mais elle a été arrachée au nazisme et au patronat qui a collaboré à la dernière guerre mondiale, au prix du sang et des vies. Le patronat et la droite, l'extrême droite, au contraire, eux collaboraient aussi avec le patronat, ne nous ont rien donné. On ne peut pas le laisser partir comme ça. C'est pas possible, mes camarades. Il va falloir convaincre entre nous, rappeler, pas écouter les promesses électorales. On arrive au moment des élections européennes. Mais regardez les députés. Qui a voté quoi et comment? C'est cela le programme qu'il va falloir regarder. C'est ce qu'ils ont fait, non pas ce qu'ils nous promettent. Et aujourd'hui, l'argent il est là. Et je vais reprendre la parole du secrétaire général de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône. On va tout le reprendre, mais il faut qu'on s'y mette aujourd'hui. Merci. Alors, merci Dominique. Je regarde 2 secondes, prends-moi le micro. La prochaine rencontre, je dis pas de conneries. Avec le barbecue. Alors, ça va être le 17 mai. 17 mai, donc ça veut dire c'est 5 jours avant notre rencontre ici, le 22. Donc il faut qu'on soit nombreux. Ça c'est le mot de la fin. Il faut qu'on soit nombreux pour montrer que nous sommes mobilisés et qu'on ne va pas laisser faire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot? Excusez, j'étais en réunion avec le papa qui arrive. Ah oui, il faut excuser Karine qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont en réunion là sur les problèmes de l'hôpital. Bon, sinon, est-il quelqu'un qui veut dire un mot? S'il n'y a personne, on se donne rendez-vous le 17 mai. Mais là, on essaye d'être un petit peu plus nombreux. Donc on va se mobiliser. Il faut être beaucoup plus nombreux pour ça, pour montrer à la directrice que le rassemblement, ça sert aussi à quelque chose. Et on reviendra vers vous, après le 17 mai, on a décidé un prochain rassemblement, pour vous rendre compte de ce qui s'est passé. Voilà, merci à vous. Il y a le 1er mai entre deux, donc rendez-vous le 1er mai, donc à la place Carnot, voilà, à 10h. Ouais, bah, on fait l'intersyndicale. Comme d'hab, c'est à 10h. Et puis on revient donc sur la place d'Armes. C'est ça, hein. Bon. Ouais, c'est ça. Ah, mais bien sûr que c'est ça. Ouais. Alors, c'est bon, on en reste là. Merci à vous, bonne soirée et attention coup de soleil. Allez les gens, je vous laisse, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 1er mai.
au matin, je serai à la manif de Douai, et le 1er mai après-midi à Lille. Allez tous. Jessie, coucou, je pouvais pas répondre. À bientôt mes gens. Merci Stéphie.